j'ai une conviction absolue, c'est que justement l'entreprise a un rôle considérable à jouer, un rôle sociétal. Et on est la preuve qu'un ensemble de femmes et d'hommes sont capables d'être ensemble, de travailler ensemble pour un but. Et ça c'est ce que je trouve qui manque au monde aujourd'hui. Bienvenue dans The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Je suis Frédéric Nolf et je tends le micro à des leaders qui ont des choses à dire. On parle d'expérience, de conviction et de comment ils font bouger les lignes. Nous recevons aujourd'hui Denis Machuel, qui est le CEO du groupe Adecco. Le groupe Adecco est le plus gros acteur mondial dans le domaine des services RH. Il regroupe 3 business globaux que sont Adecco, Akkodis et LHH. Au total, le groupe dont le chiffre d'affaires s'élève à 23 milliards d'euros compte pas moins de 100 000 collaborateurs répartis tout autour du globe. Denis est un leader engagé, animé par un humanisme incarné et ancré dans de profondes convictions. Avec lui, nous parlerons de résilience, du rôle sociétal des entreprises, de leadership et de culture, bien sûr, des vertus et dérives du capitalisme, de démographie, de justice sociale et de bien d'autres choses encore. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. Je vous en souhaite une excellente écoute et si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, à vous abonner et aussi à en parler autour de vous. Je suis Denis Machuel, CEO du groupe Adecco. Quel a été ton parcours, Denis ? Alors, moi j'ai démarré, d'abord je suis rémois d'origine, donc je suis né en France, à Reims. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique à Grenoble et puis aux États-Unis. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans chez Schneider en Égypte. Je suis ensuite rentré dans une société d'ingénierie technologique qui s'appelle Altran, qui a été racheté il y a quelques années par Capgemini. Et j'y ai fait 16 ans de carrière. J'ai démarré comme consultant, je développais du logiciel temps réel embarqué dans le Rafale, le chasseur, l'avion de chasse français. Et puis après, j'ai fait du business. Donc j'ai développé du business auprès de clients, j'ai recruté des consultants, donc des ingénieurs. J'ai fait tout un tas de... Voilà, j'ai développé du business. Je suis allé démarrer Altran au UK. J'ai ensuite démarré Altran en Inde et démarré la partie offshore. C'était le tout début, c'était dans les années, milieu des années 2000. Et puis à ce moment-là, j'ai été recruté par Sodexo. Donc, je suis passé complètement... ça reste des people business. Mais j'ai été recruté donc, par une entreprise magnifique, porteuse de valeurs fortes et qui a aussi un purpose très fort qui est d'améliorer la qualité de vie des gens que Sodexo sert. Et donc j'ai fait 16 ans chez Sodexo dans différents métiers et puis toujours dans le business d'ailleurs. Et puis j'ai terminé les 4 dernières années à la tête du groupe. Oui. Voilà, et puis après une période de transition, j'ai été recruté par le groupe Adecco, voilà, Oui. il y a maintenant 3 ans et demi. Oui. On s'est rencontrés quand tu étais CEO du groupe Sodexo, sauf Absolument. que je ne le savais pas, tu te souviens, on avait assisté ensemble à une retraite de leadership, on avait demandé aux gens de ne pas dérouler leur CV pour se présenter, mais plutôt se présenter dans l'aspect humain. Ouais. Et puis, je me souviens que tu avais raconté une histoire assez touchante où tu étais avec ton comité de direction, cuisiner pour des sans-abri, hein, c'est ça? Et Absolument. puis moi, je t'avais demandé le soir, tiens, mais dans le fond, pourquoi vous avez fait ça? Et puis finalement, tu avais fini par me dire, je suis dans un secteur où il y a des gens qui sont quand même pas loin de la pauvreté. Et puis tu m'as dit, je t'ai dit, mais c'est quel secteur? Et puis tu m'as dit, mais c'était l'entreprise. Et je me rendais compte que je t'occupais à papoter avec le patron de Sodexo. C'était combien? 400 000 personnes, je pense, à l'époque? Oui, 450 000 personnes. Donc c'était assez amusant comme entrée en matière. Voilà, parce qu'on peut être impressionné quand même par des gens qui ont des grandes responsabilités comme ça. Ouais. Je crois que c'est justement ce que je trouvais génial dans cette fameuse retraite qu'on avait fait ensemble. C'est que justement, on n'était pas avec nos titres, on était simplement nous-mêmes. Oui. Et fondamentalement, c'est ça qui compte. Oui, tout à Parce fait. qu'on était dans l'authenticité de qui nous sommes et de ce qu'on croit, de ce à quoi on aspire, beaucoup plus que dans le titre, les milliards de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui... Et je
trouve que c'est là où se trouve l'authenticité, en fait. Ouais, et j'avais trouvé ça génial aussi parce que ça me mettait vraiment dans la relation humaine. Et je t'ai dit, on peut Ouais. être impressionné par les titres et tout. Moi, j'avais été impressionné par ton cœur. Ah, J'étais loin d'imaginer que tu étais comme ça, un des grands patrons français, etc. Et ça m'a fait penser à une maxime qui dit c'est pas la fonction qu'on exerce qui honore ou déshonore l'homme, c'est la manière dont on l'exerce. hmm. Et donc j'avais trouvé ça C'est une belle c'est illustration. belle citation. C'est une Ouais, belle elle est citation. chouette. Ouais, ouais. Est-ce que tu dirais que dans ta carrière, il y a eu un moment bascule où tu dis, tiens, si j'avais pas eu cette opportunité-là, peut-être que j'aurais pas eu comme ça ce type de carrière-là. Eh ben, en fait, alors d'abord, pour moi, il y a, il y a évidemment plusieurs moments de bascule, mais il y a évidemment les gens qu'on rencontre et qui vous font grandir. Et donc, c'est pas des moments de bascule, mais ce sont des influences énormes dans la carrière, je trouve. Moi, j'ai eu des mentors, j'ai eu notamment deux grands mentors. J'ai eu un grand mentor chez Altran et j'ai eu un grand mentor chez Sodexo qui m'ont fait énormément progresser. Euh, au- voilà, et ça pour moi, ça a été critique. La deuxième chose, enfin, sur les moments de bascule, j'en ai eu deux. Et en fait, ça va peut-être étonner, mais c'est les deux moments où je me suis fait virer. Ah, intéressant. Parce qu'en fait, je me suis fait virer deux fois. Ok. Je me suis fait virer. Alors, quand j'étais chez Altran, je dirigeais la plus grosse filiale du groupe. Et je me suis fait débarquer. Je n'ai pas quitté le groupe, mais je me suis fait débarquer de mon poste de DG de cette entité-là pour pour un désaccord, pour un désaccord stratégique. Euh, et évidemment, derrière un désaccord stratégique, il y a aussi des choses que je n'avais pas bien faites parce que c'est pas que ça. Si j'avais été parfait, peut-être que même avec un désaccord stratégique, je ne me serais peut-être pas fait débarquer. Et ce qui m'a fait d'ailleurs beaucoup réfléchir. Et c'est ça la chose qui m'a servi en fait. Oui. C'est comment est-ce que quand on se prend un seau d'eau froide dans la figure, parce que j'étais triste de me faire débarquer de ce poste-là que j'aimais beaucoup, comment est-ce que, pour moi, ça a été une façon de rebondir. Et en fait, donc, je suis resté dans le groupe, on m'a proposé un autre job qui était hyper intéressant, qui n'était pas complètement ce à quoi j'aspirais, mais qui m'a beaucoup appris. C'est là où j'ai démarré l'offshore, etc. Mais du coup, je m'étais dit, c'est peut-être le moment de tourner la page. Oui. Et donc, il se trouve que là, j'étais ouvert à des propositions extérieures que, initialement, j'aurais pas pensé, parce que je me voyais faire toute ma carrière chez Altran. Et, euh, et donc, du coup, j'ai rebondi chez Sodexo. Et là, ça a été une ouverture nouvelle, complètement nouvelle, pour aller vers un autre métier. J'ai appris plein de choses. Dans une boîte que j'ai adorée aussi, parce que c'est une boîte qui a un grand cœur, c'est une boîte où on est vraiment, voilà, on est dans la proximité des gens, on sert les gens. Je trouve que je trouve que le service, c'est d'une noblesse incroyable. Servir les autres, c'est magnifique. Et donc, voilà, donc j'ai eu 16 ans, vraiment magnifiques chez Sodexo, jusqu'au moment où je me suis fait aussi sortir de mon poste de DG. J'étais donc le DG du groupe depuis quasiment 4 ans. Et il se trouve que la présidente du groupe a souhaité rassembler. On avait un duo où j'étais elle était présidente, c'est la fille du fondateur, la fille de Pierre Bellon. Et moi, j'étais le directeur général. Et pour tout un tas de raisons, elle a souhaité devenir à la fois chairwoman et CEO, ce que je respecte. Et donc, je suis parti. J'étais triste de partir, mais j'ai absolument respecté la décision qui était la sienne. Et je me souviens que à ce moment-là, Thierry Marx, le célèbre chef, Le chef, oui. voilà, avec qui on travaillait, m'a écrit un petit SMS magnifique. Il m'a écrit, donc je lui avais écrit un petit mot en disant, écoute, tu vois, tu sais que je pars, merci pour les échanges qu'on a eus. Et il me met un tout petit SMS très court, nouvelle vie, nouvelle énergie. Oh, wow. Et c'était fabuleux. Et ça m'a
tellement aidé. Alors j'étais dans l'optique de rebondir. J'ai eu la chance de rebondir dans le groupe Adecco. Donc j'étais approché par le groupe Adecco. Et là, voilà, à nouveau, une entreprise magnifique qui a aussi, comme je disais, un cœur très fort et un purpose magnifique. Et donc, ces deux moments-là qui sont des moments qui ont été des moments difficiles à vivre sur l'instant, ont été des moments de rebond formidables et m'ont ouvert des horizons que finalement, je n'aurais pas forcément eu. On se rend souvent compte après, hein. C'est pas au moment même qu'on Oui, prend conscience de ça, évidemment. ouais, au moment où ça vous arrive, c'est jamais très agréable. Mais évidemment, comme toute épreuve, c'est ce qu'on en fait qui compte. Oui. Et Mais enfin, c'est merci chouette. beaucoup, Denis, de partager ça, parce que je trouve que c'est génial que tu partages ça. Euh, c'est hyper encourageant pour les gens qui sont confrontés à un moment, une difficulté de carrière, de se dire c'est pas la fin du truc, c'est une Ah ouais. transition, c'est C'est un début, en rebondir, fait. c'est un Ouais, c'est le début début. d'autre chose. Voilà, Ouais, on passera à Thierry Marx, hein, nouvelle énergie, c'est ouais. super. Et je pense que de nos jours, contrairement peut-être aux générations qui nous ont précédés, la probabilité à un moment de se faire virer dans sa carrière est supérieure à la probabilité de jamais se faire virer. Ah Parce bah que ça, c'est voilà, les clair. choses changent, on n'est pas toujours adéquat, les Ouais, ouais. besoins changent, les structures évoluent, et puis voilà. Et donc la capacité à rebondir, même si ça fait mal au moment même. Ouais. Il y a un grand coach français qui s'appelle Vincent Lénart, qui est une de Ah mes oui. références, je le cite souvent dans le podcast, euh, qui a dit quelque chose qui m'avait fait réfléchir, ce que initialement je n'avais pas compris. Vincent dit la souffrance est le chemin. Hmm. Donc, je m'étais dit, non, la souffrance est sur le chemin. Non, non, Oui. la souffrance est le chemin. Et il a observé qu'effectivement, grandir, ça fait mal. Il y a un Hmm. moment où il y a des passages qui font mal. Et si ça fait mal, c'est peut-être que c'est bon signe, que c'est parce qu'il y a quelque chose qui est occupé à se transformer, que Oui. ça peut être C'est un peu vrai. douloureux au moment même. Ouais. Il faut être bien entouré, etc. Mais il faut peut-être l'accueillir comme étant effectivement l'opportunité de passer à autre chose. Et donc, ce passage fait mal. Euh, c'est ça le Oui, chemin. c'est juste, il n'y a pas que ça dans le chemin. Il Non, y a- heureusement. Non, si on prend des coups toute sa vie, j'imagine qu'il y a quand même, il y a quand même, non, effectivement, Mais c'est vrai, effectivement. c'est Ouais. très juste. Et, et, euh, et je trouve que cette notion de réflexion sur soi, parce que on peut toujours trouver tout un tas de raisons qui expliquent pourquoi on n'y est pour rien et que c'est les autres. Et en fait, c'est jamais blanc et noir. Non. Évidemment, il peut y avoir des circonstances extérieures, mais il y a soi. Ouais, Il y a ouais, les ouais, erreurs ouais. qu'on a faites, les choses qu'on n'a pas pu saisir, qu'on n'a pas su saisir. Et puis justement, ce qu'on apprend de son expérience pour essayer pour essayer de progresser, quoi. C'est génial. Tu as parlé de deux mentors que tu as eus. Mm. Quelles sont tes autres sources d'inspiration? Je pense bah, tu vois, des gens comme toi, Ah bon? des dirigeants ou pas, en fait, mes sources d'inspiration, c'est essentiellement le contact que j'ai avec les gens. Ouais. Moi, je passe, j'essaie de passer le maximum de mon temps en discutant avec, que ce soit les salariés de l'entreprise, que ce soit des gens à l'extérieur, que ce soit, voilà, moi j'apprends en regardant les autres, j'apprends en écoutant, j'apprends en discutant avec les uns les autres, parce que c'est comme ça je trouve qu'on progresse, qu'on s'enrichit, euh, et, et donc, euh, et donc oui, mes sources d'inspiration, c'est beaucoup les contacts que j'ai et l'écoute, quoi, hein. C'est Ouais, écouter les ouais, autres. ouais. Waouh, c'est magnifique. Ce serait quoi tes convictions à ce stade-ci de ta carrière? Il y a beaucoup, beaucoup d'expériences dans différents secteurs, différentes responsabilités, différents pays. Qu'est-ce que ça t'a permis de forger comme type de conviction? Alors, peut-être, je fais peut-être un zoom arrière sur le monde dans lequel on vit, qui, euh, qui pour beaucoup, je pense, inspire crainte et
et pas forcément beaucoup d'optimisme. Quand on voit un monde qui se fragmente, quand on voit les discours de haine qui se propagent beaucoup plus vite que les discours d'amour et de concorde. Euh, euh, et moi, j'ai une conviction absolue, c'est que justement l'entreprise a un rôle considérable à jouer, un rôle sociétal à jouer dans le monde dans lequel on est, où finalement, je trouve qu'on ne trouve pas beaucoup de sagesse dans le monde politique actuel. Je trouve que les, la, la notion de concorde, qui pour moi est une notion importante, c'est comment est-ce qu'on vit en société, quel que soit ce qu'on appelle une société, ça peut être l'entreprise comme la société au sens large, cette notion de vivre, d'être capable de vivre en harmonie, même si on a des idées différentes, même si dans une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des options différentes, il y a une variété de comportements et d'idées, etc., qui doivent fleurir, qui doivent vivre. Néanmoins, l'entreprise garde une intégrité, l'entreprise garde une cohérence d'ensemble pour que ça marche. Et on est la preuve qu'un ensemble de femmes et d'hommes sont capables d'être ensemble, de travailler ensemble pour un but. Et ça, c'est ce que je trouve ce qui manque au monde aujourd'hui, qui est confronté je pense aux deux plus grandes crises que l'humanité auxquelles a jamais fait face. Le premier, c'est la crise climatique, qui est majeure, malgré ce que les uns et les autres peuvent dire sur c'est un canular, hein, malgré les discours rétrogrades aujourd'hui qui rétropédalent sur ce sujet-là, et les inégalités sociales qui n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui, avec des immenses fortunes d'un côté, à des échelles qui ont été jamais vues par avant, et une immense pauvreté. Même si le capitalisme a aidé à quand même des centaines de millions de personnes, et la mondialisation a aidé des centaines de millions de personnes à sortir de la pauvreté, néanmoins, on voit qu'il y a encore une pauvreté extrême. Et donc l'humanité est confrontée à ça. Et face à ces deux plus grands dangers, on se fragmente, on se déteste, on ne se parle plus. L'IA arrive avec des conséquences qu'on ne maîtrise pas, avec des gens qui jouent avec, je pense, quand on voit les opinions d'ailleurs, qui divergent entre est-ce qu'il faut accélérer vers ce qu'on appelle l'artificial general intelligence ou artificial super intelligence, et les gens qui disent attention, il y a vraiment des risques, il faut probablement contrôler ça. Bref, donc face à tous ces dangers-là, eh ben, on se dit pas, on se serre pas les coudes. Or, l'entreprise est pour moi un lieu de preuve que c'est possible. C'est ça. Et qu'on peut être différent et s'entendre. On peut avoir des opinions, des origines très variées et travailler dans un but commun, ensemble. Faire société. Dans l'entreprise. Voilà. Ouais. Exactement. Et ça, pour moi, c'est ça qui au-delà du purpose de l'entreprise qui, moi, me porte évidemment chaque jour et que j'ai envie de porter encore plus fort, cette conviction-là, c'est celle qui m'anime aujourd'hui. Tu sais, moi, je suis impressionné quand je te rencontre et quand je parle à d'autres leaders. On pourrait croire que l'entreprise, finalement, est peuplée dans les plus hautes sphères de gens avides d'argent et de pouvoir. Que ce sont les drivers principaux à ce niveau-là. Moi, je rencontre beaucoup de gens qui ont un grand cœur, qui ont une grande ambition, qui dépassent leur entreprise et qui mettent ce sens dans l'entrepreneuriat au sujet de causes réelles. Tu as parlé ici des inégalités sociales, hein, vous êtes même dans le monde de l'emploi, d'accompagner les gens dans les moments joyeux et les moments plus difficiles de leur carrière. C'est important quand même tout ça. Et donc ces capacités qu'ont les entrepreneurs à être dans l'action, c'est vrai que c'est remarquable. Hein. Et tu sais, nous, on a, par exemple, dans le groupe ADECO, on a une filiale qui fête ses 30 ans là, cette année et qui fait un travail exceptionnel puisque c'est une filiale qui fait de l'insertion.
Et donc, elle s'appelle Lumando, elle est en France, et elle va chercher des publics très éloignés de l'emploi, donc des chômeurs de longue durée, des réfugiés, des gens en situation de handicap et des gens qui sortent de prison. Et on va les accompagner pendant 6 à 18 mois pour les mettre dans l'emploi. Avec un taux de réussite de 72%. C'est-à-dire que quasiment les 3/4 des personnes qu'on accompagne, qui partent parfois très loin, des gens qui n'ont pas bossé depuis 3 ou 4 ans, des réfugiés ont fait des choses magnifiques. J'étais il y a un mois ou deux dans une agence à Reims où Lumando a travaillé avec des Afghans qui arrivent d'un pays qui est quand même dans une situation absolument dramatique et qui a réussi à trouver des horizons pour ces gens-là. Je me souviens de cette personne qui est maintenant chef de chantier dans le BTP, alors qu'il est arrivé en France, il ne parlait pas un mot de français, et qui maintenant a pris un rôle de chef de chantier. Donc ça c'est des choses exceptionnelles et qui portent l'entreprise, qui portent l'ensemble. Il y a une fierté quand on fait ces choses-là. Et il y a beaucoup plus de fierté quand on fait quelque chose comme ça que quand on est passé de X% de profitabilité à X plus 5%, ou X plus 10%. Le demi-point d'EBITDA en plus parle généralement au cœur que l'histoire que tu viens de raconter, ça c'est certain. Est-ce qu'il y a des idées courantes dans le business, dans le leadership, dans les RH avec lesquelles tu n'es pas d'accord? Alors, c'est plutôt... pas d'accord. Je suis c'est plutôt des archétypes de leadership sur lesquels j'ai été confronté, face auxquels j'étais confronté. Je vais citer peut-être un exemple. J'ai un CFO, donc un directeur financier, qui est quelqu'un qui est d'une intelligence prodigieuse et qui est un mec super sympa. Et qui a ce côté très dans la rondeur, et alors ça ne correspond pas au profil typique du CFO, qui en général est perçu comme quelqu'un qui doit être dur, qui doit rentrer dans l'art des gens, si je peux me passer l'expression. Et je vois bien la façon dont parfois, au sein d'un conseil d'administration, les gens trouvent, ils peuvent dire, mais il est pas assez fort, quoi. Et donc, c'est aussi des choses qu'on m'a reprochées en disant, tu donnes pas l'impression de l'archétype du patron qui... et donc, on voit bien, il y a un archétype qui est en train de revenir un peu en force en ce moment. L'archétype, entre guillemets, masculiniste, du gars fort, qui sait tout, etc. Et moi, je ne crois pas tellement... Enfin, c'est pas mon style. Ça marche, pour certains, ça marche très bien. Moi, je ne suis pas certain en tout cas, que ça soit l'archétype unique. Et je crois qu'il existe d'autres types de management, de leadership, qui peuvent être plus dans l'écoute, plus dans je ne sais pas tout. D'ailleurs, si je peux me permettre, quand on m'a annoncé que j'allais prendre le job de patron de Sodexo, j'ai demandé à mon prédécesseur pourquoi j'avais été choisi. Je n'y attendais pas. Et entre autres, il m'a dit parce que tu sauras dire je sais pas. Et j'étais étonné de ce qu'il me dise ça, mais après coup, je me suis dit ok, je comprends. Et alors là, c'est pas proche de l'archétype un peu historique du patron qui sait tout. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde est trop compliqué pour qu'on sache tout. Oui. C'est beau, c'est beau. C'est marrant, tu parlais de ton CFO, ça me faisait penser à ma collègue, mon ancienne collègue Soumya, qui était d'origine indienne, qui était CFO de la société, et on l'appelait la Chief Feeling Officer. Parce qu'elle avait aussi cet immense cœur, elle avait toujours aussi cette approche très people, et donc elle était très loin de l'archétype aussi qu'on projette sur le CFO qui ne s'intéresse qu'aux chiffres. Voilà. C'est génial ça. La Chief Feeling Officer. Si tu me permets, ouais. je vais me permettre de partager ça avec mon CFO. Ah oui, volontiers. C'est pas protégé. C'est pas protégé.
c'est quoi la culture d'entreprise dans tes références? Qu'est-ce que tu appelles culture d'entreprise? Je pense que c'est une forme de colonne vertébrale qui décrit ou qui innerve les comportements. Pour moi, elle est portée par l'histoire de l'entreprise, par les gens qui l'ont faite, par ce storytelling qui se déploie année après année sur ce que l'entreprise a réussi à faire, la façon dont on a réussi à le faire, et les comportements que les uns et les autres ont acquis au fil du temps et qui caractérisent finalement, en gros, quelque part un comportement collectif. Et c'est entre les croyances, les comportements et le storytelling de l'entreprise. Voilà, pour moi, c'est tout cet ensemble-là qui décrit, je pense, la culture d'entreprise. Je ne suis pas un théoricien, moi. Donc, Non. il y a sûrement des gens qui l'ont décrit beaucoup mieux, mais c'est comme ça que je le ressens. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas la théorie, c'est comment toi, Ouais. dans tes responsabilités, comment toi, tu la regardes. Et tu vois, quand je suis arrivé quand je suis arrivé à la tête du groupe Sodexo, j'étais déjà depuis 12 ans dans la boîte. Donc je connaissais plein de gens, j'avais beaucoup entendu, je connaissais bien le fondateur, Pierre Bellon. Donc j'avais vécu dans cette entreprise au fil du temps. Quand je suis arrivé dans le groupe Adecco, je ne connaissais pas, l'histoire de l'entreprise, je la connaissais comme ça. Et donc pour la comprendre, et notamment comprendre la culture d'entreprise, j'ai passé beaucoup de temps à la fois sur le terrain pour rencontrer des gens dans plein de pays et des gens de terrain, de rencontrer des clients, parce que les clients te décrivent aussi quand ils te voient. Et le regard des clients sur qui tu es fait partie aussi de la culture d'entreprise. Et j'ai aussi passé du temps avec des gens qui n'étaient plus dans l'entreprise, mais qui en avaient été, qui étaient partis à la retraite notamment, et qui avaient été les piliers de l'entreprise d'hier, pour écouter leur histoire, écouter ce qu'ils avaient fait, comment ils l'avaient fait, parce que une entreprise est aussi ce qu'elle a été. Comme nous sommes ce que nous avons été. Tu as commencé dans l'entretien à me demander raconte-moi ton histoire. Ben voilà, on est une suite de choses, une suite d'événements, et l'entreprise c'est pareil. Et donc comprendre ça, c'est comprendre l'ADN. Voilà, la culture d'entreprise, je dirais après, c'est l'ADN de l'entreprise. Et décoder l'ADN, c'est essentiel, je pense, pour comprendre ce qu'une entreprise est capable de faire, ce qu'une entreprise est capable d'accepter, comment est-ce qu'on intègre les gens quand on a... il y a des gens qui peuvent être parfois pas compatibles avec une culture d'entreprise. Et ça, si on n'a pas compris quelle est la culture, on peut se tromper dans un recrutement. Alors le recrutement, c'est jamais parfait, mais plus on a compris et intégré la capacité de l'entreprise à se stretcher ou pas, mieux, je pense qu'on peut réussir dans l'avenir. Oui. Est-ce que ces éléments de culture... Alors, on changera au montage. J'avais une question sur donc l'onboarding du CEO. Donc, tu as expliqué que ça allait à la rencontre. Est-ce que ça donne le vertige d'arriver comme ça dans une société de cette taille-là, de se dire, ça y est, je suis maintenant responsable de cette boîte-là que je ne connais pas? Est-ce qu'il y a un moment de vertige qu'on a quand on commence là? Oui, et il faut surtout pas trop y penser, en fait. Oui, parce que oui, ça nous dépasse complètement. Et donc, je me souviens à nouveau quand j'étais à la tête de Sodexo, où on nourrit des millions de gens partout. Ça peut faire peur aussi, dire mais s'il y en a un qui se trompe, qui ne fait pas les bonnes choses, etc. Et donc, il faut juste fondamentalement faire confiance à la grandeur, j'allais presque dire la grandeur d'âme, en tout cas à l'engagement et de chaque salarié d'entreprise qui, pour l'immense majorité des gens, font le meilleur de ce qu'ils peuvent faire. Ils se donnent, il y a tellement de gens qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont au travail. Et donc c'est comme ça que
c'est comme ça je pense, enfin, en tout cas que moi, je dépasse le sentiment de vertige ou de crainte, de dire on n'y arrivera pas. C'est dire d'abord, il y en a qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, donc c'est pas impossible. Oui. Et puis c'est de dire on va le faire parce qu'il y a tellement de gens bien qui donnent le meilleur d'eux-mêmes qu'on va y arriver, quoi. Oui. Oui, oui. Et que donc ça permet de se dire c'est moi, ma responsabilité à moi, c'est de bien comprendre ce que font les gens, qui ils sont, ce qui les motive, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc Oui. ça réduit le périmètre de complexité, quelque part. Ça réduit le périmètre de complexité. C'est joli ça comme mission pour un CEO d'un groupe comme ça. On parlait de culture, tu disais il y a un héritage du passé. Ça me faisait penser à la théorie de la source de Peter Koenig, que tu connais peut-être. Donc, c'est Oui, la source, hein, il y a la théorie de la source, et donc de qu'est-ce qui absolument. fait qu'à un moment il y a une initiative qui peut donner lieu, par exemple, à une entreprise, et qui est le porteur de source et comment elle se transmet. Mm. Après, une culture, ça évolue. Donc, il y a des éléments d'ADN. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu cherches à faire évoluer dans la culture du groupe? Alors, en fait, je ne suis pas certain qu'on puisse changer l'ADN d'une entreprise, si ce n'est Mhm. peut-être une entreprise qui est tellement dans une crise majeure existentielle que là, il faut peut-être changer des choses radicalement. Mais sinon, moi je, moi, je pense que c'est plutôt une... voilà, comment est-ce qu'on enrichit, comment est-ce qu'on fait transitionner ou évoluer, ou comment est-ce qu'on rajoute des choses, ou on ajuste sur l'ADN, sur les comportements, sur les croyances, etc. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment transformer euh, Bien, c'est curieux. une culture. Et- On peut le faire, mais est-ce qu'un changement radical est possible? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait, je ne suis peut-être pas capable de le faire. Euh, Est-ce que je pense à Satya Nadella. Satya Nadella, il a fait un truc remarquable chez Microsoft quand il a dit on passe de know it all à learn it all. Ça, c'est il a réussi à faire un changement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont restées très ancrées dans les comportements chez Microsoft? Je crois qu'il y en a encore un certain nombre de comportements qui sont restés de manière assez forte néanmoins. Voilà. Et donc je, je, je pense qu'on peut, voilà, on peut faire évoluer les choses comme nous qui grandissons. Quand on grandit, on apprend des choses nouvelles. Euh, Est-ce qu'on reste toujours intrinsèquement nous-mêmes? C'est-à-dire que même quand on travaille sur nos points forts et quand on travaille sur nos points faibles, on est un peu meilleur, on développe ses points forts, on est un peu meilleur à manager ses points faibles, mais quelque part, on reste quand même intrinsèquement le même individu. Donc, je pense qu'on peut faire évoluer, on peut enrichir, changer radicalement, je ne suis pas sûr. Tiens, ça me met en réflexion là, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours considéré que la culture suit la stratégie, c'est-à-dire que si la stratégie évolue, il faut se poser la question de ce qui va devoir bouger dans la culture. Et Mm. en même temps, dis-moi si je comprends bien, je t'entends dire, peut-être peut aussi considérer que c'est la culture qui drive la stratégie. C'est qui on est qui nous amène à décider ce qu'on va faire. Donc des éléments plus identitaires et puis Oui, des éléments plus comportementalistes. oui, c'est ça. Et je pense que le comportementaliste, ça change, l'identitaire, c'est compliqué. C'est ça, comme chez une personne. On ne va pas Oui, changer ouais, fondamentalement d'identité, de personnalité. On peut quand même adapter nos comportements en fonction des situations. Ouais. exactement, Ouais. exactement. Même chose pour une société. Voilà, absolument. Et donc, on voit bien qu'il y a il y a des muscles qu'on peut travailler dans l'entreprise, plus ou moins. On peut aller plus vers l'innovation, plus vers l'exécution. En arrivant, moi, je me rendais compte qu'on avait du mal à exécuter vraiment ce qu'on disait qu'on allait faire. Et je pense que là, sur les 3 dernières années, on a vraiment tenu à chaque fois nos engagements, etc., etc. Donc, le côté, on est capable de le faire.
ça a porté ses fruits. Mais pour donner un exemple, on avait historiquement un ADN de croissance. Voilà, c'est comme d'ailleurs comme Sodexo, les deux boîtes avaient des ADN communs, fondés d'ailleurs par deux fondateurs qui se connaissaient, qui étaient copains, donc quelque part mis les mêmes valeurs, Pierre Bellon et Fouriel d'Estezet. Et donc, cette ADN de croissance, il s'était un peu perdu, un peu plus diffusé au fil du temps. Et quand moi je suis arrivé et que j'ai dit on va remettre vraiment un agenda de croissance très fort, parce que là, j'ai vu cet ADN, cette partie de l'ADN qui avait été un peu enfouie, paf, ressortir et résonner tellement fort auprès de tout le monde, quoi. Et c'est ce qui nous a permis de retrouver de la croissance, même dans des moments difficiles et des marchés difficiles, parce que ça résonnait tellement dans les cœurs des gens. Là, je pense à Thierry Marx, là, d'un coup, nouvelle énergie. On redonne de l'énergie au système. C'est pas mal, ça. Dans les éléments de culture, je me posais la question de savoir si il y a des tensions qui sont créées par la culture, des trade-offs, des paradoxes, des grands choix que tu dois faire au niveau culturel. Je ferais un peu le parallèle avec les humains. On est bourré de paradoxes. Hein. Oui. On vit en permanence stretché entre ce qu'on aspire à faire et ce qu'on fait, ce dont on a envie et ce qu'on n'arrive pas à faire. Enfin bref, on est vraiment des êtres profondément incohérents. Mais so be it, comme on dit, hein, qu'il en soit ainsi. Oui, et l'entreprise, c'est pareil. Par construction, c'est un lieu où les courants, les différentes influences sont parfois antinomiques. C'est-à-dire qu'il faut à la fois sortir du résultat, bien s'occuper de ses clients, qui eux veulent souvent le prix le meilleur, par exemple, la meilleure qualité pour le moindre prix. Nous, on aspire évidemment au meilleur prix avec la qualité qui va bien, mais enfin, ce sont les entreprises, hein, mais voilà. Donc, il y a déjà des choses un peu antinomiques avec les clients. Il y a aussi des aspirations des salariés qui parfois peuvent être un peu décalées de la réalité de l'entreprise. Il y a les marchés financiers, pour les boîtes qui sont cotées comme la nôtre, qui, pour certains, voilà. Dans les actionnaires, moi, j'ai à la fois des hedge funds qui pensent au quarter, voire parfois moins, et puis des investisseurs beaucoup plus long terme qui, eux, veulent une vision long terme. Donc, on vit dans des mondes de contraintes et d'antagonisme permanent. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça qui crée le mouvement? C'est pas ça qui met de la tension dans le système et qui le garde en mouvement et en adaptation permanente, et que c'est ça qui amène l'énergie? Bien sûr, et c'est exactement. Ce qu'il faut, c'est arriver à naviguer dans ces contraintes et ces plaques tectoniques. Et c'est là où, pour moi, la conviction du dirigeant est fondamentale. C'est là où, quand il faut prendre des décisions, être ancré dans un certain nombre de convictions permet de tenir un cap. Alors après, selon le dirigeant, il y a des dirigeants qui seront peut-être uniquement dans moi je suis là pour maximiser les profits et donc je vais maximiser les profits quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Très bien, voilà, c'est peut-être ça. Moi, c'est pas mes convictions. C'est quoi ton cap? Moi, mon cap, c'est justement d'essayer de trouver moi, je crois à un capitalisme qui je crois à quelque chose de... D'abord, je crois mon cap, c'est le purpose. Okay. C'est fondamentalement... si les sociétés ont un purpose, c'est justement pour que le profit soit un moyen vers ce purpose. Voilà. Pour moi, le profit est un moyen pour une cause. Voilà. Et c'est ça qui manque. C'est ça ma conviction. Et après,
ce qui m'éclaire là où je crois que le capitalisme s'est perdu, c'est si on regarde les fondamentaux du capitalisme, qui me paraissent bons, c'est des gens qui investissent en prenant un risque pour créer une valeur pour la société de l'entreprise. Mais pour ça, il faut créer une plus grande valeur pour les femmes et les hommes, ou pour la société au sens large, parce qu'on apporte une valeur. Et cette valeur, elle est donc monétisée. Ça permet à l'entreprise de faire du profit, et de ce profit, il est ensuite distribué entre les gens qui ont permis de le faire, c'est-à-dire les salariés, les actionnaires qui ont une juste récompense de leur prise de risque, et l'argent qui est nécessaire pour continuer à développer la société. Voilà. Si on s'était arrêté là, je pense que c'est peut-être une vision un peu théorique et naïve, mais le monde irait mieux. Si on s'était arrêté là, ça veut dire qu'on est allé un cran trop loin dans quelle direction? Oui, parce que de cette vision simpliste peut-être, mais assez raisonnée, on s'est dit, alors maintenant, en fait, c'est plus tellement la création de richesse de cette année qui va permettre ou des années qui viennent. On va dire, alors dans les années qui viennent, donc on commence à plus regarder la création de valeur effective qui permet de distribuer des dividendes. On va regarder ce qu'est la valeur future à 5 ans, donc le cours de bourse, et puis après on commence à faire des dérivés premières, des dérivés secondes, des dérivés troisièmes, l'accélération du truc. Et on a maintenant un système financier qui est complètement déconnecté de la réalité économique des entreprises. Complètement déconnecté. Financiarisation de l'économie qui est hyper-financiarisation, qui n'a aucun sens. Les investissements en nanosecondes et des choses de cette nature. Oui. Exactement. Et donc cette dérive terrible du capitalisme nous amène à aller dans le mur en klaxonnant, comme on le fait. Elle a généré de l'hyperconsommation, elle a généré cette crise climatique parce qu'on s'est emballé. Elle génère les inégalités sociales qu'on connaît. Donc là-dessus, on a coché toutes les cases. Hein. Oui. Je voudrais qu'on parle un peu ensemble, Denis, de talent. Mais avant ça, je me posais une question. Comment on gère, à ton niveau, son énergie, sa capacité à rester... on parlait du vertige que peut donner ce type de fonction. Comment, toi, tu gères pour tenir dans la durée? C'est pas toujours facile. Hein. Tu vois, là, on enregistre ce podcast juste avant Noël. Je peux te dire que dans 3 jours, je serai content que de baisser le rideau et de dormir un peu plus. Écoute, c'est d'abord, je pense que c'est aussi un équilibre sur où est-ce qu'on trouve son énergie et comment on se ressource. Et moi, je trouve mon énergie à la fois dans le fait d'être avec les uns les autres. Voilà, je trouve mon énergie dans l'échange qu'on a aujourd'hui. Je trouve l'énergie dans les rencontres que j'ai dans l'entreprise. Voilà, ça me nourrit. Oui. Et puis, d'un côté, et puis de l'autre côté, les moments où j'ai besoin d'être seul, où moi, je fais de la méditation, donc je médite tous les jours, un petit peu à plus. Oui. C'est mon moment de chantrage. Ça se passe comment? Tu fais ça à quel moment et c'est quoi ta pratique? Souvent le matin ou le soir, enfin dans les journées de travail, c'est souvent le matin ou le soir. J'ai une appli, Petit Bambou. Oui. Petit Bambou, oui, connu, oui. Qui est très bien, où il y a tout un tas de possibilités qui sont assez sympas. Et puis voilà, les week-ends, je peux prendre du temps un peu plus pour moi. Et puis il y a aussi, j'essaie de trouver des moments où je suis face à la beauté. Voilà. Et d'être dans l'admiration de la beauté. Et par exemple, à l'art ou c'est l'art? Oui, par exemple, voilà, j'ai eu la chance immense hier d'aller à un concert à Notre-Dame de Paris, donc qui est maintenant rénové de manière absolument exceptionnelle. Et voilà, il y avait un concert hier soir, et donc c'était un concert absolument magnifique dans cet édifice qui a été sublimé après un terrible accident, un terrible incendie.
Et donc, ces moments-là où on est face à la beauté, c'est des moments qui élèvent, qui ressourcent, qui permettent de se poser dans l'instant présent. C'est ce qu'on trouve aussi dans la méditation, hein. Mais ça, c'est des moments riches. Et si je peux me permettre une petite parenthèse, c'est aussi, pour moi, une inégalité terrible. L'inégalité de l'accès à la beauté. Parce que c'est vrai que quand on va dans des musées, quand on peut aller écouter des concerts, quand on est dans la nature, quand on voit la beauté de la nature, quand on se promène en montagne, quand on se promène au bord de la mer, on est face à la beauté du monde. Quand on est dans un jardin et qu'on voit des fleurs, les fleurs c'est exceptionnel de regarder une fleur de près. Et la variété de beauté qu'il y a, ça c'est des moments où on est voilà, intrinsèquement, je trouve que c'est des moments d'abord des recentrages, simplement d'admirer cela. Et quand je parlais d'inégalité, c'est Oui. quand on habite dans une banlieue difficile, quand il faut faire 1 heure et demie de trajet pour aller travailler, ou 2 heures de trajet aller-retour, parce qu'on n'a pas les moyens d'habiter près de son lieu de travail. Et donc on n'a pas de temps pour soi, qu'on n'a pas de temps et qu'on n'a pas la possibilité facile d'être projeté dans un environnement qui est beau. C'est encore une nouvelle inégalité. Je sais que tu prêtes ton secours, ton parrainage à une association qui s'occupe de ramener cette dignité. Oui, tout à fait. Oui. Oui, donc non seulement tu le dis, mais en plus, tu passes à l'action toi-même, quoi. Oui, j'essaie de faire un peu, mais c'est tellement peu. Ouais, c'est tellement important que des gens comme toi montrent aussi une implication dans ces sujets-là. Je voudrais qu'on parle des talents. Qu'est-ce que tu observes chez les gens autour de toi? Qu'est-ce qui quand tu interagis, tu dis que tu mets au contact, etc. Tu regardes quoi? Qu'est-ce qui je vais pas dire qu'est-ce qui t'intéresse chez les gens, mais qu'est-ce que tu détectes? Qu'est-ce que tu cherches à détecter? Ou qu'est-ce qui t'arrive de détecter chez des gens dont tu dis, tiens, là, il y a quelque chose, il y a un talent particulier? Ouais, enfin, je crois que j'essaie de comprendre. Alors c'est un chemin, hein, de connaître les autres, etc. Vraiment. Ce que j'essaye, c'est c'est justement, c'est de connaître quel est leur superpower, quoi, quelque part, quel est euh, ce qui les rend uniques, hein, quel est leur distinction. J'ai le souvenir de 2 moments géniaux, enfin pas des moments, mais des histoires, des belles histoires. Que ce soit j'ai une histoire chez Altran, une histoire chez Sodexo, où des gens sont venus me voir en me disant écoute, je crois que je ne sers à rien. Des gens qui étaient très seniors, qui avaient une grosse ancienneté dans l'entreprise, etc. Et qui sont venus me voir en disant écoute, je crois que je ne sers à rien. Il va falloir que je parte. Et c'est des gens que j'aimais bien, que je trouvais intelligents, que je trouvais avec de la valeur, quoi. Et on avait besoin de ne pas trouver l'environnement qui leur convenait, enfin, dans lequel ils pouvaient s'épanouir. Voilà. Et donc, à chaque fois, je leur ai dit, bah, écoute, c'est un super point de départ. Et donc, avec chacun d'entre eux, on a essayé de construire l'environnement de travail qui pouvait leur permettre d'exprimer au mieux leurs talents. Et ça, c'est peut-être les 2 histoires dont je suis le plus fier, en tout cas le plus heureux, parce que d'un côté, on a construit à partir de cette conversation, on a construit un pôle de création de valeur assez unique chez Altran. Et chez Sodexo, avec Laurent, on a construit, il a réinventé notamment un process food très innovant, qui a d'ailleurs été piloté
dans le programme de mécénat qu'on avait fait pour nourrir les compagnons de Notre-Dame, lors de la reconstruction de Notre-Dame. Et c'est parti de Laurent qui me disait que je me cherche, je ne sais pas trop si je suis encore utile. Et, c'est une fameuse démarche à faire, d'aller trouver son boss en disant, enfin, quelque part, c'est une démarche peut-être qu'on hésite à faire, disant ça peut venir avec des conséquences qu'on n'a pas envie d'affronter, etc. Donc c'est déjà une démarche très mature. Ouais, c'est super, de leur part, c'est super. Ouais. Et puis de ta part, d'avoir été capable de les entendre et de les aider à se redéployer, c'est... Alors, ça ne marche pas tout le temps. Hein. Non. Il y a aussi des gens qui sont venus me voir en disant je trouve pas mon chemin, et puis moi, j'ai pas trouvé de chemin non plus. Donc, Non, c'est pas. non, Voilà, c'est non. pas. Ça marche pas à tous les coups, si je peux dire comme ça. Si on regarde un peu dans le futur et dans les tendances, est-ce qu'il y a des tendances, on en a peut-être déjà un petit peu parlé, mais des tendances qui te semblent intéressantes à suivre, et puis des tendances éventuellement qui t'inquiètent? Il y a une tendance qui est passionnante à suivre et qui m'inquiète, on me disait, ça surprendra personne, c'est l'IA. Bah oui, comme tout le monde, oui. Qu'est-ce qui Comme tout le t'intéresse monde. dans l'IA? C'est à nouveau une évolution technologique incroyable, probablement encore plus puissante que celle qu'on a connue jusqu'à présent, que ce soit entre Gutenberg et le téléphone mobile, il s'est passé plein de trucs, hein, la machine à vapeur et autres. À chaque fois, ça a apporté des trucs incroyables, ça a apporté une évolution de la société, de l'humanité formidable. Dans la mesure où l'humain a réussi à justement trouver les parades à ce qui pouvait être un excès. Ce qui m'inquiète plus, donc je pense que l'IA, on voit bien ce qu'on a commencé à faire, ça permet de concentrer par exemple nos recruteurs sur les tâches qu'ils préfèrent le plus, c'est-à-dire la connexion humain à humain dans la conversation par exemple avec un candidat, et qu'une partie des questions un peu banales en gros, où est-ce que vous habitez, est-ce que vous avez une voiture, etc., enfin, sont prises en charge par des agents. Les agents IA, c'est plutôt bien. Les gens, ils apprécient ça. Donc, une IA qui augmente l'humain, c'est vraiment super. Une IA qui remplace l'humain, moi, ça me plaît pas trop. Et donc, trouver ce chemin d'équilibre, c'est ça c'est un peu un chemin de crête aujourd'hui. Et surtout, on évoquait cette question de l'intelligence artificielle générale, ou la super intelligence, est profondément inquiétante. Il y a quand même des voix qui se lèvent en disant, et des voix extrêmement compétentes. Je ne suis pas du tout un expert, mais des voix extrêmement compétentes. Le patron d'Anthropic, par exemple, Dario Amodei, qui dit l'IA peut, enfin, AGI ou ASI, Artificial Super Intelligence, ça peut détruire l'humanité. Détruire l'humanité, donc on revient à l'idée des films de science-fiction, d'entendre des robots qui prenaient le pouvoir, etc. Bien sûr, on imagine. Si tu regardes déjà la façon dont on a du mal maintenant, moi ce qui me fait le plus peur dans l'IA, c'est la perte de distinction entre le faux et du vrai. Oui. Pas que dans l'IA d'ailleurs, de nos jours. Pas que dans l'IA, mais ça c'est puissance 10 avec l'IA ou puissance 100 avec l'IA. Parce que l'IA maintenant, tu as des films qui sont incroyablement faits. On ne peut pas savoir si c'est fait avec des vrais acteurs ou des faux acteurs, etc. Donc on peut imaginer des choses incroyables. Et donc le jour où on perd cette notion du faux et du vrai, alors en plus c'est aussi alimenté par un discours politique de certains qu'on voit bien autour de tout ça qui contribue à discréditer une information qui est parfois factuellement juste, mais qui ne sert pas à purpose de certains. Eh bien, le jour où on perd cette notion de ce qui est faux, ce qui est faux et ce qui est vrai, je pense que la société se délite, se déconstruit. Ce qui fait la vie en société, c'est la confiance. Et parce que j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, et le jour où on perd cette confiance, on perd le lien qui nous fait faire société. Et donc ça, c'est très inquiétant. C'est fondamentalement inquiétant. D'où la nécessité de réflexion éthique, comme il y a eu sur la biogénétique.
et qui sont fondamentales. C'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on dit on ne va pas cloner des humains? Eh bien, je pense qu'il y a une même question qui se pose aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Et je ne trouve pas qu'à l'heure actuelle, on voit au niveau mondial qu'il y ait un niveau de réflexion suffisamment avancé, suffisamment poussé là-dessus, notamment porté par des courants très libertaires, etc., notamment aux États-Unis, qui poussent à tout crin. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un sujet d'inquiétude. Je me pose la question de comment on aide tout le monde et singulièrement les jeunes à développer un esprit super critique encore plus Bien qu'avant. sûr. Très important. Et qu'est-ce qu'on fait pour développer ce sens de l'éthique et de l'esprit critique? Parce que finalement, c'est des choses qu'on va pouvoir déléguer, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas responsable. Ouais. Et j'étais cette semaine en interaction avec des profs d'une business school à Bruxelles où on a demandé qu'on ait des réflexions ensemble sur des nouvelles méthodes pédagogiques et des nouvelles approches. Et ils disaient, alors ils ont entièrement repensé leur programme autour des compétences du futur. C'était super bien fait. Et il y avait un prof qui partageait, qui disait, on intègre l'AI. On ne peut pas dire qu'on garde l'AI en dehors des business schools, on l'intègre. Mais ils avaient déjà très peur, parce qu'ils disaient, tiens, de nos jours, on constate avec les étudiants, donc c'est des jeunes de 20 ans, eux constataient que la moindre question, le réflexe, c'est d'aller tout de suite demander une AI, de plus passer par leur propre réflexion, de tout de suite déléguer, mais des choses complètement anodines, des choses complètement simples. Et donc, ils se posaient la question de dire, mais comment on intègre, mais tout en disant, attention, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas nécessaire de faire appel à l'AI. Mais il y a un genre de réflexe d'aller trop vite vers des solutions comme ça, peut-être par rapidité, facilité, mais donc du coup, qu'est-ce que des esprits en formation et qui doivent développer ce sens de l'éthique et de l'esprit critique, comment intégrer ça, quoi, Absolument. Pas facile à aller vers l'AI. Non, pas facile. Ouais. Et tu vois, dans l'autre temps, si je peux revenir sur ta question de départ, l'autre tendance ou l'autre sujet qui me paraît important, c'est qu'il y a aujourd'hui un décalage, notamment dans les pays occidentaux, un décalage total entre un discours politique de fermeture de frontières, d'anti-immigration, etc., qui est totalement antinomique avec la situation démographique des pays occidentaux. Oui. Tu peux expliquer? Oui. Et parce qu'on voit très bien que nous sommes des sociétés vieillissantes, que ce soit l'Europe, que ce soit le Japon, que ce soit même les États-Unis. On a des sociétés qui sont vieillissantes. Et donc, si on veut avoir des gens qui s'occupent de nous, quand nous aurons besoin d'aide beaucoup plus qu'aujourd'hui, pour nos vieux jours, il va falloir des bras et des jambes. Et les robots ne feront pas tout. Et des cœurs, bien sûr. Et donc, cette notion on a un discours aujourd'hui mainstream qui est où il faut se refermer, il faut... les robots ne feront pas tout, l'IA ne fera pas tout. Et donc, on aura besoin, à l'avenir, de femmes et d'hommes pour travailler, pour faire du travail. Or, la démographie nous dit que il y aura beaucoup moins de monde par rapport au nombre de gens qui seront à la retraite ou qui seront en âge avancé. Et donc, c'est un vrai sujet qui aujourd'hui est un tabou. Alors qui est un tabou dans la sphère, on va dire, politique, etc. Maintenant, quand on discute avec les dirigeants d'entreprises ou qu'on discute même avec certains politiques ou personnes de gouvernement en conversation, on va dire, plus intime, tout le monde en a bien conscience qu'il faut réfléchir à comment est-ce que on intègre une immigration dans nos sociétés, qui d'ailleurs ne va que se développer compte tenu du changement climatique qui va pousser des centaines de millions de personnes à bouger de l'endroit où ces populations vivent aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on intègre ça? Oui. Et aujourd'hui, cette question-là, elle n'est pas traitée. Non, alors qu'on sait que si on fait des choses proactivement et intentionnellement, il y a des solutions.
C'est ça, plutôt que de subir des choses, les accueillir et les organiser pour que ça se Les passe bien. anticiper, exactement. C'était Bien sûr. Angela Merkel, hein, je pense, qui avait à un moment déjà perçu Oui, ça et qui avait accueilli beaucoup bien de sûr. réfugiés, pas uniquement par bonté de cœur, aussi parce qu'elle avait perçu qu'il y avait là un flux d'entrants dans le marché du travail et que si on Bien l'organisait, sûr. ça ne s'est pas passé sans difficulté, mais je pense qu'il y a Bien eu, sûr. il y a eu des succès. Ouais. Bien sûr, une des raisons comment dirais-je, du succès actuel économique de l'Espagne, c'est notamment cette capacité à intégrer. Alors, ils ont un continent qui parle, en gros, euh, le même langage, même si au Brésil, on parle espagnol, mais il y a un continent latino-américain qui est une source d'immigration pour l'Espagne alors, il y a l'avantage de partager des cultures assez proches et une langue, mais néanmoins, ils arrivent à mener une immigration qui aide leur économie. Oui, oui. Alors, peut-être que les barrières des langues, justement, peut-être que la technologie va nous aider à accélérer la communication entre des gens qui, au départ, pourraient avoir du mal à communiquer. Oui. Oui, Oui. oui. On va tout doucement s'orienter vers la conclusion de cet entretien. Euh, est-ce qu'il y a un message que tu auras envie de transmettre aux personnes qui suivent ce podcast? On est sur un public principalement RH, pas que, RH et leader. Aux gens qui sont dans les ressources humaines, s'il y avait un message à passer, je pense que vous faites un des plus beaux métiers du monde, quoi, hein. C'est s'occuper des, de comment est-ce qu'on fait grandir les gens. C'est pour moi, c'est probablement un des plus beaux, une plus belle responsabilité qu'on peut avoir. Et, 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 et pour moi, comme c'est effectivement, s'il y a des leaders qui ne sont pas dans les RH qui peuvent nous écouter, j'ai toujours dit, un manager, un leader, il n'est pas là pour outsourcer ses problèmes au RH, c'est un binôme. Hein. Dans les deux grands binômes pour moi du CEO, il y a le CEO avec son CFO et le CEO avec son ou sa CHRO. Euh, et, euh, et donc, c'est cette alliance entre un leader et son business partner RH est quelque chose qui est fondamental et qui pour moi, est centré sur la plus belle des choses qu'on peut faire quand on est dirigeant, c'est faire grandir les autres, quoi. Voilà. Et en Ouais. faisant grandir les autres, on grandit soi-même et tout ça, c'est vertueux, en fait. Si t'étais donné la possibilité de rencontrer euh, le toi-même, le Denis, là, le jeune ingénieur en début de carrière, sur base de toute l'expérience acquise, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Je dirais, prends le temps de profiter des bons moments. Merci Denis. C'était The HR Masterclass, le podcast où on parle leadership, culture et talent. Ce podcast est réalisé avec nos partenaires TrendSearch et Q7 Leader. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles dans votre programme de podcast, à vous abonner et à en parler autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.